Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à essayer de pawner la machine Dropzone de Hack the Box, comme souvent. Je continue d'utiliser Hack the Box puisque ça reste quand même la crème de la crème des sites d'entraînement de hacking ouverts à tous. Alors, en plus cette semaine j'ai choisi cette machine parce que elle fait partie des machines que moi j'appelle les box qui rocks, c'est-à-dire quand elle est sortie, j'avais trouvé vraiment passionnante. Et pourquoi elle est passionnante? Parce que elle reprend donc une des vulnérabilités 0D qui avait été utilisée à l'époque de Stuxnet. Donc Stuxnet, si vous connaissez pas, c'est quand même c'est dommage. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, puisque c'est selon moi la cyberattaque la plus impressionnante techniquement qui existe, qui va peut-être être dépassée par SolarWinds, enfin par l'attaque via SolarWinds, mais qui était vraiment techniquement utilisait plein de 0D, etc. Bref, je vais pas détailler. Mais par contre, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous connaissez mal, vous pouvez regarder par exemple cette présentation de Lily Chalupowski, qui est donc la hackeuse de la semaine, et j'en profite pour répondre à un commentaire que j'ai eu sur YouTube. C'est quoi le lien entre les miniatures de mes vidéos et les vidéos? C'est à chaque fois une photo de la hackeuse de la semaine dont je parle. Donc cette semaine, la miniature de la vidéo sera une photo de Lily Chalupowski. Bien, je pense qu'on peut démarrer. Alors comme on va rapidement le voir, même si je vais pas lancer le scan, puisque je rappelle, moi j'ai déjà fait la machine, donc je prends le chemin qui marche pour que la vidéo soit pas trop longue. Et effectivement, si vous allez sûrement vous faire avoir lors du scan de cette machine, puisque vous allez trouver aucun port ouvert. Donc ça paraît compliqué d'attaquer une machine qui n'a aucun port ouvert. Et en fait, ça s'explique simplement parce qu'il n'y a aucun port TCP ouvert. Il faut penser à scanner l'UDP. Et quand on scanne l'intégralité, y compris l'UDP, on doit trouver le port 69 ouvert. Alors je précise quand même qu'il faut que vous scanniez, enfin si vous utilisez Mascan, parce que comme le scan UDP est super lent, on pourrait penser que utiliser Mascan est une bonne idée, mais Mascan parfois loupe des ports, donc potentiellement Mascan vous dira qu'il n'y a rien d'ouvert alors que le port 69 est bien ouvert. Ceci étant dit, on voit qu'il y a un lien, j'ai pas fait exprès, mais il y a un lien entre cette machine sur Stuxnet et SolarWinds. Donc on voit ici que c'est un serveur TFTP SolarWinds, mais je rappelle a priori il n'y a aucun lien entre Stuxnet et l'attaque via SolarWinds, c'est deux cyberattaques complètement différentes. Et donc le TFTP, parce que c'est pas forcément connu, puisque c'est un protocole ancien, de moins en moins utilisé, mais il y en a encore aujourd'hui, c'est donc TFTP pour Trivial File Transfer Protocol. Et donc c'est, comme son nom l'indique, un protocole de transfert de fichiers plus simple que le FTP, plus trivial. Et moi je l'utilisais par exemple à mes débuts il y a 15 ans, quand je bossais dans un NOC, je mettais à jour par exemple les iOS, les systèmes d'exploitation des équipements réseau Cisco en TFTP. Alors, donc le TFTP c'est relativement simple. Pour s'y connecter, c'est un peu comme le FTP, il y a un client inclus. Enfin, si vous l'avez installé, s'il n'est pas installé, vous faites sudo pt install TFTP et ça l'installe. Et donc, on est en mode, on peut pas, il n'y a pas de LS en TFTP. C'est vraiment juste pour envoyer ou recevoir des fichiers, mais faut que vous sachiez où est le fichier sur la cible. Du coup, ça va être un peu, je vais pas le faire d'ailleurs puisque je l'avais fait manuellement à l'époque, je l'avais pas automatisé, mais ça va être un peu comme du LFI, de tester vous allez tester donc des chemins de fichiers relativement répandus pour voir ce qui va marcher ou pas. Et si vous testez le etc host,
il vous dit que vous n'êtes pas connecté, pardon, j'ai oublié de me connecter à la cible 10.10.90. Donc il n'y a pas de user mot de passe, hein, comme on peut le voir. Et donc si je teste le get Windows, ça marche. Et on voit à droite qu'il a bien pu télécharger le fichier etc host. Donc on est effectivement sur un serveur TFTP qui est sur de Windows déjà et qui est configuré pour partager depuis la racine du système. Donc réflexe suivant, vu qu'on a un accès en lecture à tous les fichiers du système, on va essayer de regarder quelle est la version du système. Du coup là il y a plusieurs possibilités. Moi à l'époque j'avais carrément téléchargé le NTOS kernel qui est en gros le noyau Windows NT, donc on va le faire. Je dis à l'époque parce que je crois que la machine elle date quand même de 2018, donc ça fait un petit bout de temps. Et du coup comme c'est assez gros comme fichier ça met un peu de temps. Et donc après il y a des outils forensiques pour identifier la version de Windows à partir de ce fichier. Mais on va voir qu'il y a une astuce plus rapide que moi je connaissais pas à l'époque, mais qui est dans le write-up officiel. Cette semaine je suis pas le write-up officiel, mais il y a des petits bouts que je trouvais intéressants que j'ai inclus dans la solution que j'avais trouvée à l'époque. Je prépare une prochaine fenêtre pour plus tard, je pense qu'on en aura besoin. Et si c'est vraiment trop long, je vais faire une pause. Normalement, ça prend genre 2 minutes à tout casser. Normalement, on va voir que dans mon répertoire courant, le fichier est en cours de réception. On voit qu'il s'en est à 1,6 MB. Maintenant 1,7, donc ça monte, c'est toujours en cours. Le fichier host c'est celui que je viens de récupérer, et sfind, salanderRB on en aura besoin pour plus tard, donc pour l'instant vous pouvez les ignorer. Et Dropbox, dropzone.nmap c'est le résultat du scan nmap. Voilà, donc une fois qu'il a fini de télécharger ce NTOS, donc on va suffit de faire un string NTOS machin, pipemore. Et après on parcourt tout ça et on voit vite que ici c'est la version précise de Windows XP. Et du coup si vous voulez un truc plus facile, sans utiliser d'outils, comprendre la version d'un point de vue humain, eh bien il suffit de télécharger le eula.txt. Et du coup si on affiche, on va faire plutôt un mort, ce ula.txt, on voit que c'est du XP SP3. Bien, alors du coup à partir de là on va se dire, enfin moi en tout cas mon raisonnement à l'époque c'était, la machine s'appelle Dropzone, donc l'idée c'est d'écrire quelque part, puisque avec le TFTP on peut lire et écrire partout dans le disque. Et après je connaissais pas à l'époque, donc je voyais pas comment on pouvait en écrivant quelque part avancer plus loin dans la compromission de cette machine. Puisque si on est sur Linux c'est relativement simple, hein, dès qu'on a des droits d'écriture partout, on peut par exemple se créer un compte dans ETC Shadow, on peut se créer une clé SSH pour se connecter, on peut faire une comptable qui va faire initier un reverse shell. Bref, il y a plein de possibilités. Sur Windows, il y en a beaucoup moins. Je suis preneur si vous en connaissez sur les systèmes Windows actuels, une possibilité de juste en écrivant un fichier quelque part, eh bien ça permet d'exécuter du code. Mais en tout cas, si on cherche un peu sur internet, sur Windows XP, il y a une solution qui était donc une solution utilisée par l'attaque Stuxnet. C'est l'utilisation de fichiers MOF. Alors MOF pour Manage Object Format. En gros, c'est des fichiers utilisés par le WMI. Et on va le voir, c'est relativement simple en fait.
quand on a les bons outils, et là les bons outils ça va être Metasploit. Bien, donc première chose, on va créer un exécutable. Comment je vais la faire? Non, je vais plutôt commencer par vous montrer, pour être logique. Alors ça c'est Salander.rb, c'est donc un module Metasploit que j'avais créé à l'époque. J'avais copié-collé ça d'un autre module. En fait, ce qui est intéressant, c'est surtout que dans Metasploit, il y a des classes ou des... Ouais, je crois qu'on appelle ça des classes. Je suis pas trop développeur, donc j'ai pas forcément les bons termes. Qui permettent, surtout celle-là, la WBEM exec, de jouer avec le format MOF. Donc du coup, c'est relativement simple. Hein, on remplit les champs descriptifs. Il y a juste à faire... Donc on va d'abord générer un exe qui va être le code qui va exécuter le reverse shell. Et cet exe on va le lancer avec le MOF file. Et ce MOF file, donc, du coup je l'appelle avec un nom random. Je le génère, donc du coup il y a une primitive, une fonction déjà présente qui permet de générer un MOF, un fichier MOF. Et une fois que je l'aurai créé, je le pousserai sur la cible, après avoir poussé l'exe évidemment, comme ça. Au moment où je le pousse sur la cible, il sera exécuté, il va lancer l'exe et l'exe va se connecter à notre machine attaquante. Alors, testons ça. Donc première étape, créer ce lisbeth.exe, donc le reverse shell qui nous intéresse, enfin qui sera exécuté sur la cible. Donc je vais utiliser MSF Venom, on va utiliser plein de fois, je ne détaille pas. On va faire du metteur-prêteur en reverse TCP, classique. On va faire ça sur port 80-81 et sur mon interface qui a pour IP l'interface du VPN, je rappelle, sinon la cible ne peut pas se connecter à nous. Enfin, en gros, l'interface qui est dans le même réseau que la cible. Et on va dire que c'est du exécutable, donc exe only. Et on va l'appeler lisbeth.exe puisque dans notre module Metasploit, ça utilise un exécutable qui s'appelle lisbeth.exe. Donc ça, partie très facile, je peux l'envoyer directement sur la cible, c'est très simple. Hein. Donc binary, c'est un peu comme un FTP, comme ça va être un fichier binaire, il faut pas switcher du mode ASCII à binaire pour pas qu'il y ait de problème d'encodage de paquets. Et à partir de là, je fais un put. Donc, je suis dans le drop zone, donc c'est bon. J'ai juste à choisir ça, lisbeth.exe. Et on envoie ça à l'adresse. En vrai, je pense qu'il n'y a pas vraiment de contrainte là-dessus. On va mettre ça dans système 32. Je pense qu'on pourrait le mettre un peu où on veut, mais bon. Faut bien le mettre quelque part, donc disons Windows System 32. Ok, donc maintenant que cet exécutable est sur la cible, on va essayer de l'exécuter grâce à du MOF. Donc dans un premier temps, il faut qu'on génère le fichier MOF. Donc je crois que je l'ai d'ailleurs, c'est vrai que comme je l'ai déjà fait en amont, je pense que je vais avoir le module déjà présent dans MSF Console. Mais si c'est votre premier module Metasploit que vous ajoutez à Metasploit, je vais vous montrer vite fait la manip qu'il faut faire. Oui, ça marche pas, faut faire use exploit Windows file format Salander. Ouais, donc là j'ai déjà. Et vous l'aurez pas déjà, donc l'idée c'est d'aller dans votre répertoire de MSF, Metasploit Framework 4, dans le répertoire module, et c'est ici que vous pourrez créer vos exploits. Donc moi je l'ai mis dans Exploit Windows File Format pour respecter un peu la hiérarchie de Metasploit, et il est là le fameux Salander qu'on a revu tout à l'heure. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un update DB et vous relancez Metasploit, et normalement il sera ajouté à la liste, vos nombres d'exploits va augmenter de 1, et il sera présent, pas dans la recherche, mais quand vous allez taper directement dans le répertoire vous l'avez mis. Donc, moi je l'ai mis dans Windows File Format, donc Windows File Format, je trouve bien Salander.
Alors dans les options, on a le file name, à la limite Salander Mof, ça me va très bien. La payload option, ça je crois que du coup on s'en fout, puisque nous on va exécuter l'exé. Et du coup bah, c'est tout je pense, je pense qu'on peut faire exploit. Donc ça va bien créer un fichier MOF. Et avant de l'envoyer sur la cible, on va créer évidemment le handler. Donc une fois qu'on va l'envoyer sur la cible, ça va exécuter lisbeth.exe qui va se connecter à notre machine. Et donc il faut qu'on ait quelque chose en écoute pour quand lisbeth.exe va se connecter à notre machine. Du coup, je mets la payload qu'on a utilisée pour lisbeth.exe, qui était donc un reverse TCP avec MSF Venom. On avait mis ça sur la thune 0 et sur le port 8080. Voilà, il est bien en écoute. Et bien ma foi, on n'a plus qu'à envoyer, donc faire un put du fichier MOF qu'on a créé. Et on va le mettre dans. Alors là par contre c'est pas le répertoire au pif, hein, c'est la faille qui nous dit où est le répertoire. Et c'est le répertoire Windows System 32 WBEM MOF. Donc quand on met un fichier MOF là-dedans, il y a une espèce de, c'est pas vraiment une tâche planifiée, mais bon, il y a un process qui tourne et qui va en permanence regarder s'il y a des MOF dans ce fichier, et s'il y a des MOF, il va donc exécuter le MOF, et donc derrière le MOF va exécuter ce MOF là, le salander.mof, va exécuter le lisbeth.exe qui va se connecter normalement sur notre machine attaquante, si tout marche bien du premier coup, et c'est le cas, classe. Donc on se connecte à la session Meterpreter qu'on vient de poney, et on voit qu'on est directement système. Donc exploit très puissant, comme on peut le voir, qui permet donc, juste en ayant des droits d'écriture dans ce répertoire sur Windows XP, de prendre la main en tant que système sur cette machine Windows XP. Du coup, bah normalement on peut se dire ça y est c'est tout bon, hein, j'ai accès aux différents flags, donc le user.txt et le root.txt sur la cible. Donc oui, hein, comme c'est un vieux système, c'est plus c2.user mais document setting à l'époque c'était ça. Administrator, desktop. Et voilà, on a le root.txt, on fait tiens c'est bizarre, il n'y a pas un user, mais bon, affichons. Et non, ce n'est pas si simple, on récupère pas les flags aussi simplement. Alors il y a un répertoire flag, j'avais pas vu ça d'ailleurs. For the price of one. Putain, je me rappelle plus de ça. Il y a quoi là-dedans? Cannot find file specified. Alors j'ai raté un truc. Type. Ah ouais, j'oublie le 2. Type. 2 for the price for one. Donc on se dit tiens c'est peut-être un fichier qui contient les deux flags pour un. For limited time only keep an eye on your ADS. Ah ouais, je me rappelais plus qu'il y avait un indice aussi flagrant. Donc ADS pour Alternate Data Stream, ça on en a déjà parlé dans une précédente vidéo Axize. Je vous laisse chercher sur la chaîne Axize cette vidéo en tapant dans le champ recherche ADS. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser sfind. Donc il y a plusieurs solutions, hein, mais à l'époque j'avais utilisé celle-là. Donc sfind, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait un sfind dans notre répertoire à la base, hein, il est là. sfind.exe, c'est un exécutable donc qui affiche les ADS, les Alternate Data Stream, et c'est un outil du Forensic Toolkit de Foundstone. Il y a aussi streams.exe qui est dans la solution officielle, j'utilise streams.exe de sysinternal pour faire ça. Bref, il y a pas mal
d'outils qui permettent de jouer avec les ADS. Donc l'idée c'est que on va se mettre dans le répertoire qui va bien. Du coup, ah ouais, il vaut mieux que je mette des guillemets. C'est deux points, backslash, documents and settings. Pourquoi je me mets dans le répertoire qui va bien avec le MetaInterpreter, puisque je vais utiliser la fonction upload du MetaInterpreter, ce sera plus simple. pwd, là on est dans le bon répertoire, et du coup j'ai juste à faire upload sfine.exe pour envoyer de notre machine attaquante vers la cible attaquée le sfine.exe qui est à présent dans le répertoire du flag, enfin du fichier root.txt qui est donc pas le flag. Et pour exécuter, ça va être plus propre de le faire avec un vrai shell. Et là je vais faire une pause dans la vidéo puisque je n'ai pas moyen de filtrer, ça va normalement afficher directement les flags. Voilà, hein, ça c'est vraiment parce que je suis un flemmard et j'ai pas envie de faire de la post-production sur la vidéo. Mais donc quand on lance le sfine.exe, hein, je fais juste sfine.exe, il n'y a aucun paramètre. Il va chercher dans le répertoire courant s'il n'y a pas des alternate data stream, et il va trouver deux alternate data stream, je sais pas comment dire en français, hein, sur le fameux fichier .text qui nous disait, qui nous parlait d'ADS. Et donc on a le flag root et le flag user dans ces flux alternatifs, si on traduit mot à mot. Et donc c'est gagné pour cette machine qui nous a permis de jouer un peu avec l'une des 0 days utilisées à l'époque par Stuxnet. Donc d'un point de vue Blue Team, il y a deux principales erreurs, hein, sur cette machine. Donc la première c'est ne pas partager en TFTP le répertoire racine, partager uniquement, peu importe d'ailleurs que ce soit du TFTP, du FTP, du web ou autre, partager uniquement un répertoire qui contient ce qu'il y a partagé, on ne partage pas l'intégralité du système. Et la deuxième problématique, c'est Windows XP. Donc aujourd'hui c'est facile chez un client qu'à un système Windows XP, on a simplement à lui dire que le système n'est plus maintenu par Microsoft et du coup il faut le retirer, puisque qui dit plus maintenu, il dit les patchs de sécurité sont plus mis à jour, etc. À l'époque c'était évidemment plus complexe pour avoir une parade contre cette attaque. Et je rappelle quand même que lors d'audit aujourd'hui je vois encore du Windows XP, bon, principalement sur du monde industriel, sur de l'embarqué on va dire, mais il y en a toujours. Et en général ils sont par contre dans des zones DMZ bien cloisonnées, justement parce qu'on sait qu'ils sont plus maintenus et que du coup on les garde que parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Stuxnet ou sur autre chose. Et il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.